Avec ses dômes colorés et ses coupoles resplendissantes, elle surgit du désert, telle une cité mythique dans un recueil de miniatures persanes. Située au centre géographique de l'Iran, Ispahan est une ville de faste et de splendeur, dont le seul nom suffit à faire rêver. Une cité aux mille et une merveilles que l'on doit à un homme, le roi Abbas Ier, Shah de Perse entre 1587 et 1629. Un despote riche, puissant, esthète et visionnaire qui va transformer son pays et asseoir le chiisme comme religion d'État et lancer un âge d'or tant dans les arts qu'en matière de commerce. 30 ans avant que Louis XIV ne construise Versailles, il va faire d'Ispahan une capitale à son image, à la fois grandiose et raffinée, et donner à son pays une cité qui portera la gloire de l'Iran à travers le monde. Ce que Shah Abbas a fait ici est très important pour moi. Parce que, en tant qu'Iranienne, c'est un héritage qu'il m'a laissé et j'en suis fière. Posée au cœur de la ville comme un joyau, la place Narché-Johan est avec ses 500 mètres de long une des plus vastes au monde. Symbole d'Ispahan, elle est le premier grand aménagement réalisé par Shah Abbas pour faire de la ville une capitale en 1598. Une transformation qui vise à mettre le pouvoir politique en lieu sûr, au centre du pays, loin de la menace ottomane qui plane alors au nord-ouest. Pour ce faire, Shah Abbas ne détruit pas la cité moyenâgeuse qui existait, mais la transforme en un espace incarnant sa vision, celle d'un pays unifié autour de la puissance royale. La place Narché-Johan était le cœur battant de la ville. Cette place symbolise l'unité de toutes les forces de la société, c'est-à-dire la politique, avec le palais Ali Kapou, la religion, avec la mosquée de l'imam, et au nord, l'économie, avec le bazar de Ressarieh. Tout cela montre à quel point Shah Abbas prend en compte tous les aspects de la vie de la cité. Cette place est avant tout une démonstration de pouvoir du souverain. Dominant la ville, du haut de ses 6 étages, le palais Ali Kapou est à la fois un lieu de vie et un palais d'apparat. À l'intérieur, le Shah fait réaliser des salles tout entières dédiées à ses passions. Lorsque Shah Abbas s'asseyait dans cette salle de musique avec ses invités, les musiciens venaient jouer pour créer une ambiance de fête et de plaisir pour le roi et ses compagnons. À l'étage, une monumentale terrasse, dotée de pas moins de 18 colonnes, permet au roi de dominer la ville et la place, où se tiennent régulièrement des jeux sportifs tels que le polo. C'est également une scène de théâtre, où le roi peut apparaître en majesté aux yeux de ses sujets, sur le chemin du bazar ou à l'heure de la prière. Lorsqu'un touriste arrive et compare l'axe de la place et celui de la mosquée, il est étonné de voir que la mosquée semble posée de travers. La plupart d'entre eux se demandent pourquoi la place est orientée dans un sens et la mosquée dans un autre. Quand Shah Abbas construit la mosquée, il montre que ce qui compte est son pouvoir et il veut que la ville suive son propre plan. Mais il y a le problème de l'orientation de la mosquée vers la Mecque. C'est pourquoi Shah Abbas trouve une solution en reliant la place et la mosquée par un couloir qui tourne. Ainsi, l'orientation de la Mecque est respectée. Avec ce geste, Shah Abbas montre que l'ordre politique prime sur l'ordre religieux.
Shah Abbas consolide le chiisme, une branche minoritaire de l'islam en Iran. Religion de la famille royale, il en fait la religion d'État. Il supervise personnellement la construction d'édifices religieux, dont la mosquée du Shah, aujourd'hui mosquée de l'Imam, une des plus belles réalisations de l'art islamique de l'époque. Une de ses pièces maîtresses, le portail d'entrée donnant vers la place, est constitué d'une mosaïque impressionnante. Un trésor de l'art iranien qui émerveille Sadri Pagdol. Lui-même artisan mosaïste, ses ancêtres ont travaillé à la construction de cette mosquée. La technique utilisée pour réaliser ce portail s'appelle le moharak. Un maître de moharak doit s'entraîner au moins 20 ans avant de pouvoir dominer cet art de la mosaïque taillée. En roi bâtisseur, Shah Abbas va imprimer sa marque à tout l'édifice, imposant un style à la fois élégant et délié, et un thème principalement végétal. Parmi les décors préférés de Shah Abbas, ces fleurs que l'on retrouve partout sur les murs de la mosquée. Un motif qui finira d'ailleurs par prendre le nom du souverain, la fleur Shah Abbasi. Débutée en 1611, la construction de la mosquée sera terminée moins de 20 ans plus tard. Un record que l'on doit à la volonté du roi de voir l'édifice achevé avant sa mort. Shah Abbas voulait rapidement recouvrir tout de mosaïque. Parce que l'utilisation du moharak prenait du temps, Shah Abbas, qui était pressé, a demandé l'utilisation d'une nouvelle technique, le haftreng. Il était impatient de profiter de la mosquée. Pour réussir ce tour de force, on peint directement des faïences cuites au four avant de les assembler pour former des décors. Shah Abbas modernise ainsi les techniques artisanales dans un souci d'efficacité. Shah Abbas est un visionnaire. Il veut aussi la prospérité économique pour sa capitale. Si aujourd'hui, des clochers d'église se détachent sur l'horizon de la ville, on le doit à Shah Abbas. Pour stimuler le commerce, il n'hésite pas à aller chercher au nord-ouest de l'Empire la communauté arménienne chrétienne. Les habitants de l'une de ces villes du nord, Djolfa, étaient alors connus pour leur savoir-faire commercial et leur large réseau dans le monde. Shah Abbas les implante de force à Ispahan en 1604 dans un quartier spécialement bâti à leur intention et qu'il fera nommer Nouvelle Djolfa. Les Arméniens de Djolfa étaient des commerçants. Shah Abbas les a emmenés ici avec un grand respect pour donner du lustre au commerce iranien dans le monde. Une fois à Ispahan, les Arméniens avaient très envie de retourner dans leur pays. Pour les fixer ici, Shah Abbas a demandé à ce qu'on détruise une grande église en Arménie pour la reconstruire ici, pierre par pierre. Par chance, les chefs arméniens ne l'ont pas laissé faire. Ils lui ont dit « Laissez-nous juste construire une nouvelle église ici. Ne dépensez pas votre argent à détruire l'église là-bas. » Et c'est ainsi que les Arméniens d'Ispahan ont construit cette cathédrale et d'autres églises ailleurs dans la ville. Shah Abbas confie aux Arméniens le monopole de l'exportation de la soie, une des principales richesses de l'Iran à l'époque. Il réussit sur tous les plans. Il assure la prospérité de la communauté arménienne tout en développant le rayonnement économique de la Perse, permettant ainsi un nouvel afflux de richesses. La cathédrale Saint-Sauveur est le symbole de cette alliance entre les Arméniens et Ispahan. Sa décoration est un mélange subtil entre art islamique et peinture occidentale, comme celle que les commerçants arméniens pouvaient admirer lors de leurs voyages commerciaux en Italie. Ce syncrétisme artistique se note jusque sur les coupoles, qui rappellent celles des mosquées. Les Arméniens et Ispahan sont désormais indissociablement liés, à tel point qu'il n'est plus possible de les séparer.
Shah Abbas a développé Ispahan en quelques décennies et bientôt, la ville atteindra une population estimée à 500 000 habitants. Fort de cette prospérité nouvelle, Shah Abbas fait construire un immense monument. Un pont de 300 mètres à l'endroit le plus large de la rivière Zayanderud, aujourd'hui asséchée. Une prouesse technique pour l'époque qui devient vite un lieu de plaisir pour la cour et ses invités. On s'y adonne à des jeux d'eau, comme plus tard la cour de Louis XIV sur le Grand Canal à Versailles. Shah Abbas venait sur le pont assister à des cérémonies au bord de l'eau avec sa famille et ses invités. Il aimait particulièrement la cérémonie de l'Ab Pashan qui a lieu en été et où les gens s'aspergent d'eau pour se laver de leurs péchés. Shah Abbas privatisait parfois cet endroit. Il était alors interdit aux personnes étrangères à la cour. C'était pour que ces femmes puissent se promener dans les jardins le long de la rivière. Et même parfois, il bloquait la rivière pour que ces femmes puissent faire du bateau. Personne n'avait le droit de voir les femmes de Shah Abbas, sous peine de mort. C'est grâce à Shah Abbas, au faste de sa cour et à la beauté de sa capitale, que la Perse deviendra une destination mythique pour les voyageurs, les écrivains et les aventuriers européens du XVIIe siècle, comme le démontre l'apparition à cette époque d'ouvrages comme les Lettres persanes de Montesquieu. La Perse sera désormais un pays qui compte aux yeux des Européens. Shah Abbas mourra loin de sa capitale, dans une autre de ses résidences au nord du pays. Et Ispahan sera finalement en partie mise à sac par les Afghans, un siècle après sa mort, marquant la fin de sa dynastie et d'Ispahan comme capitale. Mais la splendeur de cette cité aura, elle, traversé les siècles, témoignant du rêve d'un homme qui voulait faire de sa capitale un paradis sur terre.